du Bénin, du Burkina, de la Guinée-Bissau, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. À l'entame de mon propos, je voudrais vous dire tout le plaisir, mais vraiment tout le plaisir que j'ai d'être là cet après-midi devant vous, à l'occasion de cette cérémonie solennelle qui nous réunit tous les ans pour la présentation des vœux, pour l'échange des vœux entre le gouverneur et le personnel. Avant toute chose, permettez-moi de remercier du fond du cœur Dieu, le Tout-Puissant, pour tout ce qu'il nous a donné de vivre ensemble depuis la dernière année, depuis la dernière cérémonie que nous avons eue ici. Nous avons eu sûrement des joies, des peines aussi, des difficultés, mais Dieu a permis que nous soyons là et nous le remercions. À ce stade de mon propos, mes pensées se dirigent avec beaucoup de recueillement vers ceux de nos collègues qui nous ont prématurément quittés. Ils sont quasiment de tous les sites. À la Direction nationale pour le Bénin, Madame Hortense Mikpongwe, à la Direction nationale pour le Burkina, Madame Dabire Brigitte Wermi, à la Direction nationale pour la Côte d'Ivoire, Monsieur Poli Ino Boni, Madame Diakité Kadiatou Diabaté, Monsieur Kwaku Kwaku, Monsieur Bané Baba Karafa, Monsieur Kwaku Kwadio, à la Direction nationale pour le Mali, Monsieur Ongoïda Samba, à la Direction nationale pour le Niger, Madame Zaratou Adamou Sanda, et au secrétariat général de la commission bancaire de l'UMOA, M. Urbain Suleiman Ido. En cet instant précis, je pense également à ceux de nos parents, à tous qui nous ont quittés, et que Dieu a bien voulu rappeler à lui qu'il veuille, dans son infinie bonté, les recevoir. Je vous demande de vous joindre à moi dans cette circonstance-là pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Adressons-nous encore à Dieu pour lui rendre grâce de notre présence à cette cérémonie, 12 mois après la dernière qui nous a réunis à cet endroit précis. Une façon de rendre grâce à Dieu et de le remercier, à Dieu qui nous a épargnés, c'est d'honorer tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. C'est surtout de cultiver et d'entretenir leur mémoire. Cette démarche est très africaine et est ancrée dans notre culture. Vous comprenez alors pourquoi j'ai instauré la journée des défunts, la BCAO. Vous comprenez aussi pourquoi j'ai baptisé cette journée Journée Abdoulaye Fadiga pour la célébration des défunts de la Banque centrale. Vous comprenez enfin pourquoi j'ai fixé cette date le 11 octobre de chaque année. Ce faisant, je souhaite que nous comprenions profondément cette décision et que nous soyons nombreux, mais alors très nombreux, à commémorer cette journée du 11 octobre de chaque année. Ce sera rendre hommage à notre gouverneur, mais aussi à tous nos collègues depuis la création de la Banque centrale qui nous ont quittés et qui ont participé effectivement à la consolidation de notre institution. Nous le leur devons. Comme vous le savez, ces journées sont commémorées chaque année, seront commémorées chaque année dans les églises, les mosquées et les temples. Il convient que chacun, en ce qui le concerne, puisse prendre les dispositions pour y être. Et je demande à Madame le directeur des ressources humaines de la formation
de faire en sorte que cette possibilité soit donnée à tous, ce qui revient à dire qu'il faut faire en sorte que l'information soit donnée bien avant la date et que les heures soient aménagées pour que les uns et les autres puissent pouvoir y assister. Chers collaborateurs, c'est avec gratitude et reconnaissance que j'ai écouté les bons vœux du personnel formulés à mon endroit et à celui de Madame Dakouri, de tous mes proches et de ma famille. J'en suis vraiment heureux, très heureux. J'en suis vraiment touché et en retour, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous présenter mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. À l'instar de ceux qui m'ont précédé, j'ai une pensée pour ceux de nos pays qui traversent des difficultés aujourd'hui, et notamment la Côte d'Ivoire, et souhaiter que la paix que nous cherchons tous ensemble ici s'instaure dans ce pays, et que cette paix puisse permettre à notre union de véritablement prospérer. Donc ces vœux, je les adresse aussi aux agents détachés, aux anciens agents de la Banque centrale à la retraite et à l'ensemble de nos populations dans l'Union. J'ai une pensée particulière pour les chefs d'État et de gouvernement de nos pays qui ont la lourde charge de nous conduire. Que Dieu leur donne la force et l'inspiration nécessaires. Chers collaborateurs, la fin de chaque année est l'occasion de faire un bilan. Et je crois que Madame le directeur des ressources humaines l'a amplement fait. Mais je reviendrai sur quelques éléments, si vous le permettez. Donc, il n'est pas question pour moi de faire l'impasse sur ce rituel, je vais le faire. Surtout que cette année correspond à quelques semaines près au milieu donc de mon mandat. Je suis à la moitié de mon mandat. Comme vous le savez, j'ai pris fonction le 8 février 2008. Donc dans quelques semaines, cela fera 3 ans que je suis avec vous. C'est donc en plein milieu de mon mandat, il me reste encore 3 ans. Et il est bon donc de regarder ce que nous avons fait ensemble et de voir ce que nous allons faire aussi ensemble pour terminer ce mandat. De février 2008 à décembre 2010, cela a donc fait 3 ans. Pendant cette période-là, pendant cette période de 3 années, il s'est passé beaucoup de choses aussi bien dans notre maison que dans le monde. Dans le monde, parmi les événements qui ont marqué la BCEAO, on peut citer la crise alimentaire, la crise énergétique, je ne développerai pas tout cela, nous le savons, la crise financière, la crise économique et la crise de la dette publique dans nos pays, la dette intérieure publique dans nos pays membres. Et comme vous le savez, dans toutes ces crises-là, la Banque centrale a joué un rôle fondamental. Nous avons joué un rôle de leader dans la réflexion, mais aussi nous avons agi financièrement et au plan d'organisation pour aider nos pays en difficulté. Vous savez aussi que cette crise nous a frappés à la Banque centrale, dans la mesure où, et là je reviendrai là-dessus, où cela nous a valu une réduction de nos ressources, des moyens financiers de la Banque centrale. Pour terminer la série des crises, je ne passerai pas sous silence les crises sociopolitiques que nos pays ont connues. Quelques pays de l'Union, en effet, ont connu des situations de crise difficiles au cours de ces dernières années. Mais la crise majeure, porteuse de tous les dangers, est bien celle qui se déroule depuis 2002 en Côte d'Ivoire, la locomotive de l'Union. L'année 2010, année électorale, mais surtout année de tous les espoirs. Malheureusement, l'espoir a été déçu, car en lieu et place de la sortie de crise vraiment espérée,
Ces élections ont accouché d'une situation dont on serait tenté de rire s'il ne s'agissait pas de la vie d'une nation et de la vie des hommes tout court. La crise est aujourd'hui à son paroxysme. L'élément nouveau pour la Côte d'Ivoire, l'élément nouveau pour la Banque centrale, c'est que cette crise nous touche directement et nous met directement en son centre. Vous avez suivi avec moi ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. À ce propos, et à propos de la crise en Côte d'Ivoire, je voudrais à nouveau exprimer ma solidarité et la vôtre à l'ensemble de nos collègues résidant en ce moment en Côte d'Ivoire, à l'ensemble des agents de la Banque centrale, à l'ensemble des agents du secrétariat général de la commission bancaire, aux agents de la CRAE et aux agents du Médicentre. Je crois que chacun de vous ici a un sentiment profond pour eux en ce moment, parce que nous ne cessons de le dire entre nous, et là, spontanément, au cours de cette cérémonie, tous ceux qui sont intervenus ont pensé à eux. Je crois que c'est la moindre des choses que nous pouvons faire pour ces collègues qui sont réellement en difficulté et qui vivent dans une atmosphère de tension extrême. Je m'en veux un peu de leur parler de ça à travers la visioconférence. J'aurais voulu réellement être à leur côté, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, plus qu'hier, je suis à leur côté, nous sommes à leur côté dans les difficultés qu'ils vivent en ce moment. Mais comme nous l'avons dit et comme l'ont dit ceux qui nous ont précédés, nous croyons tous en Dieu et nous pensons que Dieu le Tout-Puissant apportera la paix à ce pays pour que nos collègues aient aussi la paix à leur tour. Alors, nous nous sommes retrouvés au centre de cette crise, comme je vous le disais, de par notre activité, mais de par notre activité mal comprise par beaucoup. Lorsque la crise a atteint son paroxysme, sa situation actuelle, la Côte d'Ivoire était en train d'effectuer depuis quelques années des opérations d'émission de bons trésors et l'atmosphère de crise a mis ce pays en position d'impayé. Dès le 30 novembre, lorsque nous en avons été informés ici à la BCEAO, notre réaction a été de faire en sorte que ces impayés soient résorbés et que la Côte d'Ivoire puisse continuer, le Trésor ivoirien puisse continuer à émettre des bons pour pouvoir rembourser les émissions qui arrivaient à échéance. Parce que si cela n'était pas fait ainsi, on aurait abouti à une crise dans le système bancaire ivoirien qui serait étendue rapidement à l'ensemble des pays de l'Union. Rien que quelques chiffres. Vous savez qu'aujourd'hui, notre système financier bancaire est unifié, c'est-à-dire la place de l'Union est une place réelle au plan bancaire. Il n'y a plus d'entrave à la circulation et que nos places bancaires sont aujourd'hui dominées par des groupes bancaires qui ont des filiales dans l'ensemble des pays. Donc, au mois de décembre, cela aurait fait 213 milliards que la Côte d'Ivoire devait rembourser par vagues successives. La Côte d'Ivoire fait 57% du marché des émissions de bons émis, 57%, soit environ 500 et quelques milliards. Si ce pays se trouve être en défaut de façon prolongée, c'est une crise majeure que connaîtrait notre Union, une crise qui aurait débouché sur une crise de liquidité, crise de confiance et à la clé, même une crise économique dans l'ensemble de l'Union. Notre devoir, notre mission, Banque centrale, c'est de préserver la stabilité financière et bancaire de l'Union. Nous nous sommes donc concentrés sur cette mission et avons très rapidement mis en place,
avec le Trésor ivoirien et la banque et la Direction nationale, donc la BCAO à Abidjan, un dispositif qui permettait donc de renouveler les émissions et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impayés. Là a été notre action, mais nous l'avons fait avec le pouvoir qui était en place et qui détenait alors à l'époque tous les leviers du pouvoir économique et du pouvoir tout court. Alors, avec les deux gouvernements que le pays a, cela évidemment a créé des difficultés, puisque les nouvelles autorités ont souhaité, et certaines personnes extérieures avec elles, ont souhaité que la Banque centrale fasse une déclaration pour reconnaître les nouvelles autorités comme étant des autorités légitimes de la Côte d'Ivoire. Moi, en tant que votre gouverneur, je me suis opposé à une telle démarche parce que j'ai estimé qu'il n'est pas du rôle de la Banque centrale de reconnaître un gouvernement et de faire une déclaration politique. Nous avons notre travail et nous essayons de le faire dans les conditions qui nous sont prescrites par les statuts. C'est ainsi que nous avons résisté à ces pressions extérieures pour éviter que nous soyons entraînés dans un tourbillon qui nous aurait sûrement emportés en tant que Banque centrale. Et c'est ça qui fonde toujours notre position. Nous disons oui pour appliquer les décisions du Conseil des ministres, puisque bien après, le Conseil des ministres est réuni à Bissau et a donné des directives politiques qu'il faut suivre. Donc nous suivons aujourd'hui les directives du Conseil des ministres, nous nous inscrivons totalement à l'intérieur parce que c'est notre organe de tutelle et que c'est l'organe qui doit prendre ce type de décision et non la Banque centrale. Mais une fois que la décision est prise, nous nous inscrivons à l'intérieur. Mais nous continuons toujours de dire non pour des positions politiques à prendre. Nous travaillons techniquement dans le sens de ce qui a été dit. Mais on a résisté à cela. J'ai plutôt résisté à cela parce que j'ai me fait un idéal pour la Banque centrale. Je pense que la Banque centrale, si jusqu'à présent elle a survécu à toutes les crises que l'Afrique a connues, depuis 50 ans, plein d'institutions ont disparu, Air Afrique et tout le reste, et c'est nous qui sommes là. Si on est là, ce n'est pas par hasard. Si on est là, si on est encore là, c'est parce que nous avons réussi à nous mettre hors du champ politique. Et je n'ai eu de cesse de vous le dire quand j'ai pris fonction, que ne nous mêlons pas de la politique. Ne nous mêlons pas de la politique. Ayons des positions politiques, mais ne nous mêlons pas de la politique, c'est différent. Parce que ça peut nous entraîner très loin. Et aujourd'hui, ça nous a rattrapés. Non, je continue de vous lancer ce cri de cœur. Je sais que nous sommes des hommes et que chacun a ses penchants, c'est vrai. Mais quand nous sommes à la Banque centrale, nous sommes fonctionnaires de la Banque centrale, notre ambition, c'est de faire survivre cette institution. Et tout ce qui doit être fait pour que cette institution survive doit être fait. Après, on fait ce qu'on veut. Mais ici, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on est Banque centrale. Donc, je souhaite que aussi bien nous qui sommes là, que ceux qui sont dans la direction nationale, et principalement à la direction nationale, la BCAO pour la Côte d'Ivoire, que ces principes-là soient intégrés. Et que sur le lieu du travail, et que même en dehors, on garde la réserve. Cela nous préserve pour l'avenir. Donc, nous nous inscrivons aujourd'hui dans une ligne qui nous a été déterminée par le Conseil des ministres, et cela se fait ainsi, parce que ça ne peut pas se faire autrement. L'idéal que nous prenons, l'idéal d'intégrité, l'idéal de confiance aux autorités, nous devons continuer donc à prôner cela. Cela fait bientôt 35 ans que moi je suis à la Banque centrale. Et quand j'y entrais, je me faisais une idée précise de la Banque centrale,
Et je ne veux pas que cette idée meure. Cette idée doit au contraire demeurer. Et c'est à nous de faire demeurer cet idéal de la Banque centrale, une banque centrale pour tous, une banque centrale au service de tous, une banque centrale qui se met hors du champ politique et qui fait son travail. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent à l'extérieur, mais restez confiants, restez sereins et confiants, car rien de ce qui est hors du statut ne sera fait par votre gouverneur. Il ne vous amènera pas loin des eaux calmes, bien au contraire. Je ferai en sorte que nous restions droits dans nos bottes et droits dans nos statuts pour que nous ne donnions aucune prise aux critiques éventuelles. Donc soyez certains que je ne vous mènerai pas hors de votre devoir. Au plan interne, à la Banque centrale, les faits saillants qui ont marqué notre institution sont aussi nombreux et beaucoup plus satisfaisants, si je puis dire. Cela a été relevé par le directeur des ressources humaines, dont je passerai vraiment très rapidement, sur la réforme institutionnelle, sur tout ce qui a été fait au cours de cette année. Mais je voudrais souligner un chantier important qu'on a mené à son terme, la mise en place du comité de stabilité financière dans l'UEMOA. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que certains pays sont en train de se chercher pour faire ça. Et nous l'avons fait. Et ils sont en train de prendre exemple sur nous. Je pense que c'est quelque chose de formidable. C'est une idée qui est née à la suite de la crise financière, de ce que chaque autorité de régulation, chaque secteur financier œuvre de son côté sans qu'il y ait une coordination d'ensemble. On a le secteur bancaire, on a le secteur des assurances, on a le secteur de la sécurité sociale, on a le secteur de la bourse. Donc, chacun de ces secteurs-là est régulé par une autorité qui se cantonne uniquement de réguler son secteur sans qu'il y ait une coordination. Or, la crise a montré qu'effectivement, quand elle commence, elle ne s'arrête pas, la crise, à un secteur donné. Donc, il était important qu'on mette en place une structure qui coordonne l'ensemble des secteurs. Et c'est ce qui a été fait. Et mes collègues ont demandé que le gouverneur de la Banque centrale préside ce comité. Je pense que c'est un grand honneur pour nous et c'est une fierté aussi pour nous d'avoir initié cela. Je voudrais vraiment en féliciter la direction qui a piloté tout cela et qui a fait que nous avons pu avoir ce bon résultat. Il s'agit de la direction de la stabilité financière. Oui, vous pouvez applaudir. Il y a aussi la solution que nous avons apportée au conflit de normes avec l'OHADA. Madame Ponsal en a parlé, donc je n'insiste pas, mais ça aussi, c'était un chantier important. S'agissant des actions en direction du personnel, on peut relever un certain nombre de choses, mais vous me direz que c'est le passé, donc je ne vais pas insister. Ça a été fait, ça a été fait. On attend autre chose. Mais j'insisterai quand même sur une petite chose. Il y a quand même eu de 2008 à 2010 3 dacouris. Bon, je crois que je dois détenir le record. En tout cas, dans la continuité. Je dois détenir le record, mais j'ai la tristesse de vous annoncer que c'est terminé. Bon, parce qu'il n'y a plus rien. Alors, dans tout ce qui a été fait durant cette période, je voudrais insister aussi sur l'enquête sur le climat social. Cette enquête sur le climat social que j'ai diligentée avait pour but de coller au plus près à la réalité de vos problèmes
est de confirmer ce que j'ai pu moi-même voir au cours de mes visites sur vos lieux de travail, aussi bien ici au siège, de la direction nationale, au secrétariat général de la commission bancaire. Bon, une minute. J'avais mis donc en place un groupe de travail. Je voudrais ici les remercier aussi, remercier ce groupe de travail qui a travaillé, qui a planché sur cette enquête et qui nous a sorti quelque chose de formidable, qui nous a permis d'appréhender tout ce que je vais dire. Donc bravo aussi à ce groupe de travail. Donc je leur avais fixé un objectif, plusieurs objectifs. D'abord, apprécier le degré de motivation et de satisfaction du personnel. Ensuite, je leur avais demandé d'examiner les motifs des multiples départs de la banque, que ce soit retraite anticipée, démission, etc., détachement et autres. Et enfin, je leur avais demandé de recueillir les attentes du personnel en vue de l'amélioration du climat social. Pour mener à bien cette mission, il était donc important de recueillir non seulement le point de vue de l'ensemble du personnel de la banque dans tous les sites, mais aussi de toutes les catégories socio-professionnelles. Les différents outils de collecte de données utilisés par le groupe de travail, tout en garantissant l'anonymat, ont permis d'obtenir un grand nombre de réponses qui ont été dépouillées et qui ont permis donc de tirer quelques résultats. Le diagnostic a permis de révéler 3 catégories de problèmes. Premièrement, sur le plan salarial, le niveau des salaires jugé peu compétitif. Vous l'avez dit tous et vous continuez à y croire. Deuxièmement, sur le plan de la carrière, l'inadéquation au système du système d'avancement et de promotion qui induit une absence de perspective de carrière. La non-prise en compte de certains profils spécifiques dans l'organisation des concours internes. Troisièmement, sur le plan du management, beaucoup d'entre vous ont pointé du doigt le style de management autoritaire qui se traduit parfois par un manque de reconnaissance et de respect de certains supérieurs, certains chefs, peut-être y compris moi-même. Deuxièmement, le déficit de communication et le manque de dynamisme des instances chargées de l'animation du dialogue social. La mauvaise ambiance de travail. Voilà le diagnostic qui avait été fait à cette époque-là. Alors moi, fidèle à ma vision d'une gestion transparente et participative et consensuelle aussi des ressources humaines, j'ai décidé que les résultats de cette enquête soient portés à la connaissance de tous afin que nous puissions ensemble en parler, ce que nous avons fait. Les causes de la dégradation du climat social étant maintenant connues, il restait désormais à chacun d'en tirer les leçons. Pour ma part, tirant les leçons de cette enquête et de mes visites dans les directions nationales, ici au siège et au secrétariat général de la commission bancaire, j'ai décidé d'approfondir la question et j'ai décidé que cela nécessitait des actions en profondeur. Mais je reviendrai là-dessus. Madame le directeur des ressources humaines vous a donc relaté ce qui a été fait tout au long de l'année et puis les perspectives aussi, les chantiers qui sont en cours. Je voudrais à mon tour revenir sur cela parce qu'au niveau des 3 années qui viennent de s'écouler, nous avons fait beaucoup de diagnostics. Bien sûr, on a démarré beaucoup de chantiers, mais on a fait beaucoup de diagnostics. C'est-à-dire qu'on a eu à déterminer exactement ce que nous avons, ce qui ne va pas dans notre banque. Et cela nous a amené à initier
à initier et à entamer d'autres chantiers. S'agissant du schéma directeur informatique, nous avons volontairement retardé la mise en œuvre du schéma pour être sûr que cette fois-ci, nous sommes vraiment dans le vrai et que dans 5 ans, on ne recommencera pas un nouveau schéma directeur, on ne recommencera pas à nous poser des problèmes par rapport à notre organisation informatique. Nous avons donc commis un audit qui a regardé, qui a donné des résultats que nous avons partagés avec les informaticiens et aujourd'hui, on est d'accord. Donc, le schéma directeur informatique est engagé. Il y a aussi le plan de continuité des activités dont a parlé Madame le directeur. Le plan de continuité des activités est très important et je voudrais que nous en soyons conscients. Il s'agit de faire en sorte que la Banque centrale, dans toutes les situations, soit toujours en mesure de poursuivre ses activités, soit toujours en mesure d'assurer l'intégrité physique de ses agents. Alors, la semaine dernière, je crois, le consultant est venu et la fin des travaux nous est prévue pour dans 2 ans, je crois. Donc là aussi, vous serez sollicités et chacun devra apporter sa contribution. Au plan de la gestion des ressources humaines, là aussi, j'ai signé cette semaine l'autorisation pour qu'on puisse engager les travaux par rapport au consultant qui a été choisi, qui va venir donc nous aider à réfléchir et à prendre de nouvelles dispositions concernant la gestion des ressources humaines. Il s'agira de définir l'organisation adéquate des structures en charge des ressources humaines afin de la rendre plus efficiente. Il s'agira aussi de la réforme de la politique de recrutement et d'intégration du personnel. Il s'agira aussi de la définition de nouvelles politiques de rémunération. Il s'agira aussi de l'élaboration d'un système d'évaluation du personnel, parce que tous, autant que nous sommes ici, nous ne sommes pas satisfaits du système d'évaluation qui existe aujourd'hui. Donc tout cela, nous allons remettre ça à plat pour voir quel système va nous convenir, étant entendu qu'il n'y a pas de système idéal. Il s'agit aussi de la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il s'agit aussi de la mise en place d'une politique de formation et de développement des compétences qui assurerait en particulier l'employabilité des agents dans la durée. Il s'agit aussi de la définition d'outils modernes de gestion du personnel tels que les bilans de compétences et le bilan social. Tout cela devra nous permettre d'avoir une gestion moderne et nous permettra donc de donner satisfaction aux revendications qui ont souvent été faites par vous-même. S'agissant des défis qui nous attendent pour la période à venir, parce que le monde n'attend pas, on a commencé des chantiers, il y en a qu'on a fini, il y en a qui sont en cours, mais il y en a qui nous attendent encore devant, il faut les identifier, il faut les renforcer. Alors, je pense, comme défi, je pense à la bancarisation. Nos autorités et les populations souhaitent que nous ayons une meilleure bancarisation. Donc là, nous allons travailler dessus pour que la banque puisse aller là où se trouve la clientèle, pour que toute notre population puisse avoir accès aux banques et à ces services. Nous aurons aussi dans cet ordre d'idée les défis de la monétique. C'est un défi important, on en a parlé tout à l'heure par notre entrée dans le capital du GIM UEMOA. Il s'agit aussi de l'extension du réseau d'agences auxiliaires. Nous allons le faire aussi, c'est un chantier qu'on va engager pour que, nous le savons tous aujourd'hui, de nouveaux pôles de développement se sont créés dans nos pays. Il faut donc que la Banque centrale puisse être présente à ces endroits-là. Il s'agit enfin de l'amélioration de la circulation fiduciaire. Vous savez que la population se plaint de la qualité des billets, se plaint de l'insuffisance des pièces. Ce n'est pas ceux d'Abidjan qui vont me démentir, puisque devant leur immeuble, il y a un trafic de monnaie
de monnaie, de billets et autres pièces. Donc là, nous devons faire en sorte que nous soyons inattaquables. Donc c'est un travail de la Banque centrale, c'est un devoir de la Banque centrale de faire en sorte que la monnaie soit disponible au sein de la population. Mais il y a aussi le financement de l'économie par les banques. C'est un chantier que nous devons approfondir pour que les banques ne restent plus là à collecter des agios pour se faire de l'argent. Il faut qu'elles participent effectivement au développement économique de nos pays. Il s'agit enfin de l'organisation du cinquantenaire de notre institution que nous organiserons en 2012. Alors, chers collaborateurs, comme vous le voyez, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Nous avons du travail à faire. Et je sais que vous allez être capables. Parce que durant les 3 années, je vous ai vu à l'œuvre, je vous ai vu au travail et je viens de dire que beaucoup a été fait. Et j'en suis extrêmement fier. Parce qu'à la Banque centrale, nous avons une bonne réputation. À l'extérieur, les gens savent qu'un travail qui sort de la Banque centrale est un travail bien fait. Donc, je pense que nous sommes bien vus, nous sommes reconnus comme des travailleurs, et quand on vous reconnaît comme un bon travailleur, c'est aussi un engagement à poursuivre. Donc je vous appelle une fois de plus à la mobilisation pour que nous puissions relever ensemble ces défis qui se présentent aujourd'hui à nous. Nous travaillons aujourd'hui dans un contexte difficile où nos États sont en difficulté. Nous constituons, j'allais dire, le seul rayon de soleil et nous devons continuer à être ce rayon de soleil et cette étoile pour nos pays. Mais je sais aussi, tout en reconnaissant que vous avez fait du bon travail au cours de la période passée et que vous en ferez encore beaucoup plus pour la période à venir, je sais que pour que ce travail puisse se maintenir, il faut sûrement beaucoup de moyens. Il faut des moyens matériels, il faut des moyens humains. Donc je n'oublie pas que pour atteindre ces résultats souhaités, ces moyens sont indispensables. Alors, ces moyens sont liés à l'amélioration des conditions de travail, mais aussi et peut-être surtout en ce moment-ci, à l'amélioration des conditions de vie du personnel. J'ai eu à analyser et à prendre la pleine mesure de ces 2 préoccupations, c'est-à-dire les conditions de travail et les conditions de vie du personnel. Je m'en suis rendu compte à travers l'enquête sur le climat social, à travers mes rencontres avec les commissions consultatives centrales ici, à travers les discussions que nous avons, à travers les requêtes qu'ils me soumettent. Mais j'ai eu aussi à m'en rendre compte à travers les visites que j'ai effectuées sur les sites. Je suis en mesure de savoir qu'effectivement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions continuer à produire sur la durée un travail de qualité. Nous allons nous employer à améliorer les conditions de travail. Alors, s'agissant de la question de l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie du personnel, aujourd'hui, je donne 2 réponses. La première réponse, c'est la mise en œuvre du nouveau statut du personnel. Ce texte, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011, donc entrée en vigueur rétroactive, est ainsi une œuvre commune. Je me suis employé à l'établir et à l'élaborer quasiment avec vous, puisque cela vous a été remis, nous avons eu des discussions et finalement